Attends, lutte contre la discrimination entre les handicapés. Évolution de la réglementation concernant la chasse au renard. Et les mecs, ils vont être dans n'importe quels aspects de ta vie. T'as le droit d'arrêter de travailler sans que d'un coup tu deviennes un chômeur. Ouais, c'est ça. Rien que ce principe, c'est horrible. Genre, c'est vraiment une façon de penser d'esclave. Et c'est exactement ce qu'on aurait attendu d'un parti pirate. C'est qu'il arrive, il voit cette montagne de conneries, et lui, il fout le feu, tu vois. Ouais. Il se met dessus comme ça avec son whisky, et il brûle tout. Mais en fait, non, c'est eux. Attends. En fait, on va faire mieux. On va rajouter encore une petite brique sur ce tas de merde. Tu sais, t'as habitué un enfant à lui donner du sucre toute sa vie. Ouais, c'est ça. Et puis il peut plus s'en passer, quoi. Et en plus, ça va devenir un gros débile. Et puis aussi un mec, tu sais, qui a des pulsions, qui arrive pas à se contrôler, qui est énervant. Souvent, c'est les gosses énervants, tu sais, qui sont tout le temps sous Nutella et ce truc là, dans les giflés. Et ben en fait, ça va faire la même chose, mais pour la vie économique. Genre le mec, ça va être le petit chieur. Et en fait, toute la société, ça va être des petits chieurs comme ça, casse-couilles. C'est vrai qu'en faisant ça, par contre, tu éradiques la pauvreté. Hein. Parce que les pauvres meurent. Donc, tu l'éradiques. Ce qui est fort, c'est que même en faisant ça, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours plus de pauvres. Ouais. C'est incroyable, ça. Hein. C'est vrai que même quand tu les tues tous, ils augmentent plus vite qu'ils ne disparaissent. Qu'attenderiez-vous d'un parti qui s'appellerait le Parti Pirate? Moi, sincèrement, ça me fait penser à quelque chose de dissident, de libertaire, qui va prôner la liberté individuelle, et surtout qui va être en opposition avec tous les partis qu'on a l'habitude de connaître, qui ne sont, pour rappel, que des nuances de socialisme, qu'on aille de LFI au RN en passant par Renaissance, sont tous les mêmes. Au final, ils proposent tous la même chose, ils sont économiquement socialistes, ils diffèrent à peu près sur les mœurs, mais c'est tout. Donc moi, voilà ce que j'attends d'un parti pirate. Je sais pas ce que toi t'en penses. En fait, moi, parti pirate, dans ma conception que j'ai du pirate, c'est le mec, normalement, c'est pas le corsaire. C'est plutôt le mec, quand il y a des navires, tu vois, du gouvernement, il arrive, il prend ce qu'il y a dedans, et puis après, tu vois, il s'éclate avec. Genre Robin des Bois, il va après aux putes, il va s'éclater, il boit et tout. Mais genre, c'est la liberté absolue. Genre, c'est pas le mec qui fait main dans la main, genre un contrat main dans la main avec le gouvernement qui est en fait aligné sur tout. Et au final, quand on regarde le document, qu'on regarde vite fait 2-3 propositions, genre là, eux, c'est pas des... C'est des pirates de votre épargne et de votre vie, quoi. Mais pas du gouvernement. C'est ça, donc pour vous donner un peu de contexte, aujourd'hui on va faire une vidéo réaction comme on a l'habitude de le faire. Habituellement on fait ça sur des vidéos, aujourd'hui on va le faire sur un document qu'on nous a partagé sur X sur le thème du revenu universel qui est mis en avant par le Parti Pirate. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. On pourrait analyser comme ça plusieurs propositions de loi de ce parti mais d'autres, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, à commenter pour nous dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on analyse comme proposition. On a parcouru rapidement leur programme, c'est un enfer. C'est un cauchemar. Donc on va se concentrer là sur le revenu universel parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a même Piketty qui est cité pour vous dire. Et au niveau du déroulé, on va vous mettre à l'écran les passages auxquels on réagit et nous on va en discuter, on va essayer d'extrapoler un petit peu, essayer de comprendre dans quelle philosophie ça s'inscrit, quels sont les principes économiques qu'il y a derrière et est-ce que ça fait sens ou pas. Victor vous l'a spoilé un petit peu. Alors c'est plus moi qui ai regardé, donc ça peut plus être un ping-pong dans ce sens. Moi je me suis déjà bien spoil, mais il l'a parcouru en 3 secondes, il a compris que c'était une énorme arnaque. Pour refaire juste un point sur le Parti Pirate, ce que c'est, ça fait depuis 2005 à peu près que ça existe. Ça vient de Suède, et ça fait depuis à peu près, depuis 2018 que ça existe en France, de ce que j'ai cru comprendre. 2018-2019. Ils ont obtenu quelques sièges aux élections européennes. Donc voilà, c'est pas du tout un parti qui est inscrit dans le paysage politique, on le connaît très peu, mais en tout cas, il revendique la liberté, c'est quand même un des trucs qu'ils mettent le plus en avant. Donc je vous propose de commencer par le début de leur proposition sur le revenu universel, donc le revenu, eux ils appellent ça un revenu de base. Alors concrètement, le revenu de base en général, c'est on donne de l'argent à tout le monde. Voilà, c'est ça le principe, sans condition, sans travail, et sans distinction, que tu sois riche, pauvre, etc. Ça commence par une citation, et je pense qu'il y aura beaucoup à dire de cette citation. C'est une citation du Mouvement français pour le revenu de base. Donc je suppose que c'est une association, un organisme indépendant qui met ça en avant et que eux reprennent. Oh, le premier mot. Ouais.
c'est très violent. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique par exemple l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Saifedean Ammous, qui a réalisé la trilogie L'étalon Bitcoin, L'étalon Fiat et Principes économiques, vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme 2 livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et L'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres, en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'orange peel et partager votre obsession, et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. C'est un droit, alors le revenu de base, droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. J'ai jamais vu une phrase aussi éclatée. Il n'y a rien qui va. Je pense qu'il faut qu'on fasse du mot à mot. Droit. Droit inaliénable. Alors, ça, on en parle souvent, ça fait quand même référence aux fameux droits positifs, donc les droits qu'on s'attribue, comme ça, du fait qu'on vive dans une certaine société. Déjà, de définir ça comme un droit, pour moi, c'est un énorme problème. C'est un sujet dont on parle souvent, mais en face d'un droit, généralement, on met un devoir. Et là, dans tout ce qu'ils décrivent, c'est un droit, mais il n'y a aucun devoir en face. C'est-à-dire, on t'octroie quelque chose, et en face, il n'y a strictement aucune contrepartie. Et ça... Ouais, bah ils le disent, ouais, vraiment. Ah oui, c'est le projet, oui. Exigence de contrepartie. Genre, en gros, t'es même en prison, tu continues à recevoir tes droits. Je pense, oui. Qui sont inaliénables. Inaliénables. Ouais, pour eux, c'est à mettre dans la déclaration des droits de l'homme, en gros. Ouais. Et alors, je vous spoil juste un petit peu pour que vous ayez un ordre d'idée des chiffres et que tu l'aies aussi. Eux, ils tablent majoritairement sur 1 300 € par mois. Voilà, c'est à peu près ça les ordres de grandeur, donc voilà, comme ça on se situe. Donc oui, je suppose que peu importe les conditions ou ce que tu fais, t'as le droit à tes 1 300 balles par mois. C'est dur, hein. Mais surtout que... Qu'est-ce que ça va produire au final ? Ça va juste faire monter tout le monde. Ouais. Au début, il va y avoir un décalage où tout le monde va pouvoir dépenser plus, mais au final, très rapidement, les prix vont juste s'adapter. Et c'est surtout... Ouais. Et en fait, une baguette de pain, elle va coûter 500 balles. Et t'oublies un truc là-dedans, hein, c'est que cet argent qu'on va distribuer à tout le monde, il faut bien le prendre quelque part. C'est qu'il n'y a pas de repas gratuit. Donc si on donne 1 300 balles à tout le monde, il faut bien les prendre à quelqu'un ou quelque chose. Ça, on va l'aborder après, comment ils financent ça. Hein. Il y a toute une partie là-dessus, c'est très bien pensé. Ah ouais ? Ah oui. Oui, il y a un tableau, tu vois. Okay. Il y a une logique derrière, hein, une logique pourrie, mais une logique. Donc oui, à ce niveau-là, ils vont t'expliquer que ça marche comme ça, mais je suis d'accord avec toi, ça va pas... En fait, si distribuer de l'argent à tout le monde pouvait éradiquer la pauvreté, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Et qu'il n'y aurait plus de pauvreté dans le monde. Or, de 1, ça ne marche pas. Et de 2, c'est un peu ce qu'on fait, et ça ne marche pas. On distribue de l'argent actuellement. Alors, ils insistent un petit peu là-dedans, hein, ils mettent ça en opposition au système d'aide. Mais non, ça ne va pas éradiquer la pauvreté. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on peut carrément embrayer sur le premier point, qui est justement la fameuse éradication de la pauvreté. Donc oui, d'après eux, ça va justement éradiquer la pauvreté, en permettant à chacun d'avoir un moyen de subsistance sans qu'il ait à justifier sa condition. Et moi, il y a un mot qui m'intrigue, c'est ou d'un mérite, nécessairement subjectif. Et il rajoute que du coup, c'est profondément égalitaire. Moi, c'est le mot mérite, je peux plus l'entendre. Parce qu'en fait, quand on gagne de l'argent, pour moi, ce qui est important, c'est pas est-ce que je l'ai mérité ou pas. Parce que comme il le dit, c'est purement subjectif. Donc, quelqu'un va gagner de l'argent d'une certaine façon, il y en a qui vont juger que c'est mérité, d'autres non.
Je pense qu'il faut juste juger est-ce que ça a été bien acquis ou pas. Est-ce que je l'ai acquis par le vol? Et dans ce cas-là, objectivement, je le mérite pas, parce que je l'ai pris à quelqu'un, donc je ne respecte pas le droit de propriété. Mais si je l'ai acquis via un échange consenti, et que j'ai respecté le droit de propriété d'autrui, il n'y a pas de débat, en fait. C'est là où, pour moi, en fait, faire comme si le mérite était un problème, en fait, on s'en fout du mérite. C'est subjectif, comme ils disent. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, le corollaire de ce que je dis, c'est que si on file de l'argent à tout le monde comme ça, de façon arbitraire, ça a été volé. Ça a été forcément volé à quelqu'un, pris pour être redistribué d'une certaine façon. Donc c'est mal acquis. Et donc là, objectivement, ce n'est pas mérité. Ouais. Et donc ça, c'est ce dernier point qui est pour moi assez philosophique. Ils disent « Nos sociétés modernes ont les moyens et les ressources pour éradiquer la pauvreté. » On n'était pas au courant. Aujourd'hui, il manque juste de la volonté politique. Donc une telle mesure garantit à tous le droit de vivre décemment, qui devrait être une évidence dans notre pays. Ce n'est pas non seulement une nécessité morale, mais aussi un impératif économique sur de nombreux plans, dont ceux qu'ils ont cités juste avant. Moi, je savais pas qu'on avait les moyens d'éradiquer la pauvreté, et que c'était juste une question de choix politique. Parce que, imaginez, du coup, ça veut dire que vraiment tous les politiciens sont tous des grands méchants, qu'ils ont tous les moyens d'éradiquer la pauvreté, mais il n'y en a aucun qui s'est dit « je veux le faire ». Si, on en connaît qui ont voulu le faire. Hein. Staline, Mao, genre de mecs. Hein. Ouais, c'est eux qui ont prétendu pouvoir régler tous les problèmes de l'humanité pendant leur quinquennat inarrêtable. Leur quinquennat de 50 ans en tuant la moitié de la population. C'est vrai qu'en faisant ça, par contre, tu éradiques la pauvreté. Hein. Parce que les pauvres meurent. Donc tu l'éradiques. Mais ce qui est fort, c'est que même en faisant ça, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours plus de pauvres. Ouais. C'est incroyable, ça. Hein. C'est vrai que même quand tu les tues tous, ils augmentent plus vite qu'ils ne disparaissent. Ouais, tous ceux qui restent pauvres. Sauf la caste dirigeante. Mais non, moi là-dedans, il y a un truc qui me choque aussi, c'est pour vivre décemment. Qu'est-ce que ça veut dire vivre décemment ? Je pense pas qu'on ait tous la même définition de ce que c'est. Il y en a qui vont privilégier certaines choses que d'autres. Alors évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais on a tous besoin d'avoir un toit et de manger, certes. Mais on n'a pas tous besoin d'avoir le même toit, de la même façon. On mange pas tous de la même façon, on s'alimente pas pareil. Et surtout, dans tout ça, on retire encore une fois l'arbitraire. Enfin non, justement. On induit de l'arbitraire et on enlève le choix individuel, en fait. Juste le choix de se dire, moi j'ai envie de gagner mon argent de cette façon et de l'allouer de cette façon, et c'est ma responsabilité. C'est pas quelqu'un d'autre qui va décider comment je dois vivre décemment et ensuite peut-être m'autoriser à gagner mon argent pour faire ce que je veux. Donc voilà, c'est purement subjectif, mais pour eux ça devrait être un droit universel. Est-ce qu'ils voient vraiment pas là, c'est toutes les externalités. Ouais, les externalités négatives, tout ce qui va se passer quand ils vont mettre en place leur système. C'est vraiment une réflexion d'enfant de 5 ans, quoi. Ouais. C'est ça qui est... là, c'est vraiment... il y a des... c'est un peu... Je crois que c'est Milei qui avait dit ça sur les diplômes. Ça se saurait si en imprimant des diplômes, on supprimait la débilité. Enfin, un truc comme ça. Et ça se saurait que si on imprimait de l'argent, des billets, ça allait éradiquer la pauvreté. C'est comme les mecs, tu sais, qui disent... pourquoi on n'envoie pas de la bouffe en Afrique Genre comme si ça allait sauver les Africains de la famine, ou genre de choses. Et surtout... Genre, ça se transporte pas aussi facilement. Il faut qu'à la fin, ça soit une sorte de rentabilité quand même, parce que sinon ça marche pas à vie. Ça va marcher peut-être un temps. Ils vont devenir juste dépendants de nos aides. Ils vont arrêter de faire de la production locale. Et puis le jour où nous, on s'est tellement appauvris qu'on peut plus le faire, ils meurent tous d'un coup. Non, et en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que il y a la notion, enfin, il y a le facteur dans la durée que les gens oublient. Et c'est souvent un peu la faille par laquelle les socialistes s'engouffrent, c'est que quand ils te disent « on va donner de l'argent aux pauvres », c'est impossible de dire « à l'instant T, ça va pas les aider ». Parce que quelqu'un qui dort dehors, à qui tu donnes 1 300 €, instantanément, et ça va l'aider. Il va prendre cet argent, il va acheter de la bouffe, il va prendre un Airbnb même, et il va se loger. À l'instant T, c'est impossible de lui dire « t'as pas raison ». Par contre, c'est ce que tu viens de dire, c'est que déjà tu le rends dépendant de quelque chose qui n'est pas durable, parce que ça a beau être un droit, s'il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu ne le responsabilises pas et tu ne lui permets pas ensuite de vivre du fruit de son travail. En gros, tu le mets sous perfusion. Tu lui dis, voilà, on t'a donné un moyen de subsistance.
Et en fait, c'est là où vraiment leur raisonnement ne tient plus, c'est qu'en fait, tu ne crées pas un climat et une atmosphère durable pour permettre aux gens de s'élever socialement. Tu leur permets juste de survivre, en fait, c'est vraiment ça leur objectif. De toute façon, eux, tout leur programme, leur but, c'est de permettre aux gens de survivre. Par contre, de se développer, de favoriser un ascenseur social, mais le vrai, c'est-à-dire que n'importe qui puisse jouir du fruit de son travail et que n'importe qui se bougeant le cul le matin, en gagnant de l'argent, puisse accéder à une meilleure vie du fait de sa volonté de son travail. Et ça, pour eux, ça n'existe pas. C'est juste, on va éradiquer la pauvreté et on va biberonner les gens qui ont envie de téter au sein de l'État. Mais il n'y a aucune autre dimension de création de richesse, en fait, qui entre en jeu. Et là, ce que j'avais même pas remarqué, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses dans la première citation, c'est qu'il précise quand même de la naissance à la mort. Ça veut dire que, genre, par exemple, t'es enfant, tu nais, toute ton adolescence jusqu'à ce que tu puisses avoir ton premier boulot, t'auras touché cet argent. Bon, peut-être que ça va être sous la responsabilité des parents au début. Je pense. Quoique, parce que ça a l'air d'être tellement des socialistes que ça se trouve, les parents, ils sont dangereux aussi pour les enfants. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, voilà, ils sont pas, l'institution familiale, c'est pas leur kiff. Ouais, ça m'étonne pas. Genre, t'imagines, parce que ce qu'on répète souvent, c'est par rapport au SMIC, ce que ça fait, c'est que n'importe quelle personne qui produit moins de valeur que le SMIC, il est inemployable. Parce que, imaginons nous, tu vois, on a notre activité. Si à un moment on a besoin d'un mec pour faire des petites tâches et que ça coûte moins que le SMIC, en fait, on est un peu baisé. C'est illégal, on peut pas l'embaucher. C'est illégal, on peut pas l'embaucher, ou sinon il faut le payer plus juste par philanthropie et pour gâcher nos ressources. Mais en fait, ce qui va se passer souvent, c'est que soit on va le faire nous-mêmes, soit on va attendre, ou on va juste mourir, notre activité va pas se faire. Ou en fait, ce qui se passe au fur et à mesure, c'est au moins il y a ChatGPT qui arrive et qui lui peut faire les petites mains. Ou sinon, ce qu'on ne fait pas, tu payes au black. C'est ça. En fait, c'est surtout ça. On va se faire niquer. Et là, en fait, ce qui se passe avec leur machin, c'est que d'un coup, t'as ce revenu universel qui arrive et qui, lui, te met la barre tout de suite à 1300. Et ça veut dire que, déjà, même le travail au black, il va être en danger. Genre même pour nous, qui a des moments de trouver des gens par des petites voies pour réussir à survivre, en fait, même nous, on est baisés. On peut plus trouver de gens qui vont pouvoir bosser pour nous. Ils vont dire, va te faire foutre, genre, moi, ton truc, là, pour faire des miniatures, faire des scripts ou je sais pas quoi, je m'en fous. Moi, de toute façon, j'ai mon revenu universel. Donc, déjà, eux, ils vont être inemployables. Et c'est aussi, ils vont pas pouvoir monter en compétences. Ils vont pas pouvoir, peut-être, à un moment, devenir des gens employés, qu'on va pouvoir payer, je sais pas, plus cher et qui vont après lancer une vraie carrière, je sais pas, ils vont se professionnaliser sur le domaine. Et là, c'est vraiment dans le milieu, on va dire, après être majeur et tout. Mais même quand t'es avant, ou je sais pas, t'as la période de stage, que tu fais des petits boulots et tout. Genre, mais comment tu prends ces gens? Genre, maintenant, c'est du bénévolat, c'est juste là, les gens, si ça les amuse de travailler, ils vont aller travailler. Ouais, c'est ça, tous les étudiants, enfin, je sais pas, moi, j'ai fait travailler au supermarché quand j'avais 16-17 ans, tu sais, l'été. Mais dans quel monde tu vas aller faire ça l'été? Tu vas prendre tes 1300 balles que t'as par mois. Mais imaginez, hein. Quand vous avez 16-17 ans, on vous file 1300 € par mois. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est, la quantité d'argent. Parce qu'au final, généralement, quand t'es jeune comme ça, bon, c'est rare ceux qui travaillent toute l'année, mais tu fais genre 2 mois d'été au SMIC. Donc, genre, t'as 2500 balles que t'as gagné. Et là, avec ça, tu te fais kiffer les vacances et tout. Mais là, on vous donne 1300 € toute l'année. Ton système de valeur, il est foutu. Mais moi, je vais à Ibiza et je prends des tables et je les renverse les bouteilles par terre. Parce que dans quel monde, enfin moi faut se mettre dans le cerveau d'un mec de 16-17 ans, je dis pas que je ferais ça aujourd'hui, mais c'est juste que ça n'a aucun sens, tu détruis le système de valeurs, tu ruines, mais surtout s'ils ont accumulé 1300 balles par mois depuis la naissance, ça n'a aucun sens, ça ne peut. Genre pour moi c'est un peu comme créer des junkies au sucre. Quand tu sais, t'as habitué un enfant à lui donner du sucre toute sa vie. Ouais, c'est ça. Et puis il peut plus s'en passer, quoi. Et en plus, ça va devenir un gros débile. Et puis aussi un mec, tu sais, qui a des pulsions, qui arrive pas à se contrôler, qui est énervant. Souvent, c'est les gosses énervants, tu sais, qui sont tout le temps sous Nutella et tout truc, là. T'as envie de les gifler. Et en fait, ça va faire la même chose, mais pour la vie économique. Genre, le mec, ça va être le petit chieur. Et en fait, toute la société, ça va être des petits chieurs comme ça, casse-couilles, qui ont leurs droits, leurs 1300 et qui voudront rien foutre.
Ouais, c'est ça. Et puis tu perds le goût du travail, de l'effort. De toute façon, à partir du moment où tu donnes quelque chose à quelqu'un sans contrepartie et sans effort, faut pas penser que ça va l'aider sur le long terme. Hein. Sur le content, il va être très content, son shot de dopamine, puis derrière, la redescente, elle est super violente. Parce qu'il va se rendre compte que si tu lui donnes plus, il a plus sa dose. Donc c'est un comportement de drogué. Et juste pour revenir sur le SMIC que tu disais tout à l'heure, tu as insisté sur l'aspect financier. Et c'est vrai qu'il y a aussi un aspect formation, expérience, qui est absolument destructeur. C'est que ces mecs qu'on peut pas employer du fait du SMIC, donc où tu bloques le prix du travail, donc si sa productivité est inférieure, tu ne peux pas l'employer. Non seulement il est au chômage actuellement, donc en plus ça va coûter à tout le monde. Pour n'importe qui être au chômage, c'est quand même relativement dégradant. Mais en plus de ça, tu ne lui permets pas de commencer à travailler sous le SMIC. Certes, il va être moins bien payé, ça va être dur, mais où il va apprendre pour ensuite passer au-dessus du SMIC, avoir des compétences. Et je prends l'exemple surtout des personnes qui arrivent en France aujourd'hui, vu qu'on a une forte immigration. Le débat, c'est même pas d'être pour ou contre, parce qu'en vrai, il n'y a même pas de débat sur est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration. Si on est sur un marché libre, les gens viennent s'ils peuvent bosser. Si en fait tu viens dans un pays que t'as pas d'aide, et surtout que tu viens d'un pays d'Afrique, que t'arrives en France où la vie est extrêmement chère, t'arrives, on te donne pas d'argent, ta seule solution c'est de bosser ou de te barrer. Donc le débat sur ça, il est complètement con. Mais surtout, du coup, dans ce cas-là, t'arrives ici, on te dit, ah bah toi, ta productivité c'est 7 € de l'heure, le SMIC c'est 13. Et ben en fait, tu te casses. Tu peux plus bosser. Sauf que, maintenant, si tu arrives à choper les papiers, boum, 1300. Ouais, voilà, mais je te dis pas la vague d'immigration qu'on va avoir en France. Mais surtout d'immigration pas bonne, quoi. Pas des mecs qui viennent ça pour va être bosser. tous des branleurs du monde. C'est que là, mais ça va être n'importe quoi. Donc en fait, tu empêches même les gens de s'extraire de leurs conditions et tu tues le vrai ascenseur social. C'est que le mec qui au début commence et son travail vaut pas grand-chose, tu l'empêches de produire un travail qui vaut un peu plus, tout simplement. Et je pensais aussi à un autre truc. Ouais, en gros, il y a aussi le point, tu disais, si t'es en dessous du SMIC, ta valeur, t'es inemployable, et puis t'es obligé de faire des petits boulots de merde. Dans notre cas, tu vois, il y aurait pas de SMIC, tu pourrais commencer plus bas et commencer à te former. Mais en plus, avec le système qu'ils ont mis en place aujourd'hui, sans même parler de leur revenu universel, c'est que t'as aussi le système du stage. Donc en fait, je pense comme ça, je fais des prédictions, mais dans le système vraiment libre, tu gagneras encore plus. Parce que tu passerais pas par le stage où l'entreprise a la possibilité, vu que le système est complètement foutu, de soit être à 0, soit être à un cap de genre 650 si tu passes les 2 mois de stage, et puis après, tu es obligé d'être payé le SMIC. Genre en fait, tu pourrais commencer très tôt à gagner un petit peu, cumuler à la fin, ça fait beaucoup, et t'arrives à un moment en plus où là, t'es performant, t'as appris, et boum, tu commences ta carrière. Alors qu'aujourd'hui, souvent, en fait, tu passes de petits trucs en petits trucs où t'es même pas payé. T'es à 0. Et puis surtout que c'est des paliers très arbitraires. C'est qu'en fait, tu te passes tout le temps de 0 à 1 et il n'y a pas de progressivité et de choix, en fait. C'est que pour l'employeur, c'est soit tu fais un stagiaire de moins de 2 mois et ça te coûte 0. Si tu le prends 2 mois et 1 jour, ça te coûte 650 balles par mois. Puis ensuite, selon ces années dans lesquelles il est, je crois que tu dois finir par le payer un peu plus à un moment. Puis ensuite, l'option alternative avant de prendre quelqu'un au SMIC, c'est l'alternant. Parce que l'alternant, tu vas le payer un peu moins parce qu'il y a moins de charges et que tu as des aides de l'État. Sauf que derrière, il faut payer l'école. Donc, il faut faire des calculs, faut faire des matrices avec 9 variables. Et en fait, au final, c'est que des espèces de niches comme ça que tu dois aller chercher pour optimiser et essayer de payer quelqu'un qui correspond vraiment à la juste valeur. Mais au final, t'as pas juste une progressivité simple de qu'est-ce que tu sais faire. On s'arrange, je te paye à la hauteur de ce que tu m'apportes. Et c'est exactement ce qu'on aurait attendu d'un parti pirate. C'est qu'il arrive, il voit cette montagne de conneries et lui, il fout le feu, tu vois. Ouais. Il se met dessus comme ça avec son whisky et il brûle tout. Mais en fait, non, c'est eux. Attends. En fait, on va faire mieux. On va rajouter encore une petite brique sur ce tas de merde. Et alors, c'est ce que tu dis, c'est pas forcément vrai parce qu'ils veulent quand même retirer une grande partie des aides sociales. Ok. Par contre, pas les SMIC et tout, et pour faire vraiment de Unify aide sociale. Okay. Mais en tout cas, par contre, sur le SMIC et tout, j'ai pas l'impression que ça, ils veulent le toucher. Donc au final, c'est quand même vrai. Le point d'après, que moi je trouve très intéressant, alors je vais pas tout lire, on vous le mettra à l'écran et surtout on vous mettra le lien en description pour que vous puissiez aller le voir, mais ils ont un grand point, c'est sur la transformation du travail pour répondre à la raréfaction de l'emploi et à l'automatisation croissante. Et ça, pour des mecs qui se revendiquent en plus dans le numérique, eux, c'est quand même ça un peu leur tendance, c'est libertaire numérique, machin, j'ai jamais vu un truc aussi con.
depuis quand il y a une raréfaction de l'emploi dans le monde, hein, parce qu'en France, évidemment qu'il y a une raréfaction de l'emploi. On vient de vous expliquer depuis 30 minutes que si on bloque les prix, ça crée des pénuries. Donc bah oui, si tu bloques les prix du travail, tu crées des pénuries de travail, ça s'appelle le chômage. Voilà. Et je parle du chômage involontaire. Hein. Le chômage volontaire où, bah en fait, j'ai pas envie de bosser parce que j'ai de l'argent de côté et tout. Je suis un chômeur, mais on s'en fout. C'est mon choix. Je parle du chômage involontaire. Ça s'appelle des vacances, en fait. Aussi, ouais. Ça s'appelle des vacances ou juste, ouais, on s'en fout, en fait, de toute façon. Ouais, non, mais c'est pas des vraies vacances. Ouais, des vacances ou même... non contrôlées, quoi. Ouais, c'est ça. Ou tu peux même être, ouais, entrepreneur, ouais, enfin, j'en sais rien. Ouais, T'as le droit d'arrêter de travailler sans que d'un coup, tu deviennes un chômeur. Ouais, genre, c'est ça. Rien que ce principe, c'est horrible. Genre, c'est vraiment une façon de penser d'esclave. Putain, c'est vrai en plus. Et donc, eux, ils essaient de combattre la raréfaction de l'emploi, qui n'existe pas. Mais ils disent, oui, c'est à cause de l'automatisation. Je suppose qu'ils citent le numérique, voilà, l'automatisation, la robotisation, l'informatisation. Je suppose qu'ils vont citer l'IA à un moment, même pas. Ça, c'est vraiment l'un des plus gros sophismes économiques que la gauche essaye de vous mettre dans le cul. Parce que ça n'existe pas. J'empire ces vidéos. Non, mais parce que je trouve que c'est vraiment l'un des plus sophismes, les plus cons. Dans le sens où il y a eu la révolution industrielle, les gens se sont dit « Oh là là, on va inventer la machine à vapeur, mais que vont devenir les chevaux, que vont devenir toutes les industries, l'industrie du déplacement et toute l'activité qu'il y avait avant, on va tout automatiser, catastrophe. » Résultat, ça a multiplié par je ne sais pas combien les emplois. Il faut savoir qu'avant ça, on était moins d'1 milliard sur Terre, maintenant on est 8 milliards. Il n'y a pas 7,5 milliards de chômeurs sur Terre, hein. On a créé énormément d'emplois, il y a un facteur multiplicateur. On a ensuite inventé Internet, et le numérique en général, ça n'a pas détruit des emplois. Hein. Et tant mieux que ça ait détruit les gens qui, tous les matins, allaient... le marché de la poste, hein, par exemple, pour les mails, ou le marché du fax, ou toutes les anciennes technologies de l'information, c'est-à-dire le papier. Oui, le numérique a créé énormément d'opportunités. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est oui, ça détruit des marchés, des emplois, mais c'est ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice, c'est qu'on va détruire quelque part pour créer ailleurs, mais pas juste créer un équivalent, ça crée beaucoup plus, et ça rallonge la structure de production, où aujourd'hui tu as des métiers dans le numérique qui sont où tu peux gagner de l'argent, et où tu réponds à un vrai besoin, et qui sont d'un niveau de spécialisation hors norme. Il y a des experts SEO marketing sur une plateforme en particulier. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de spécialisation que c'est. Et ces emplois servent, ça répond à un besoin, les gens payent pour. Donc ça ne détruit pas des emplois. La seule raréfaction qu'il y a, c'est dans leur tête à cause de leurs conneries. Mais aller dans un pays où le marché est vraiment libre, il n'y a pas de raréfaction de l'emploi, hein, il y a des besoins partout. Et on n'a pas mentionné un truc aussi, c'est toutes les lois et les contraintes pour virer et embaucher. C'est qu'il y a le SMIC, qui a un contrôle des prix, mais on rajoute par-dessus ça le fait que t'as pas le droit de virer quelqu'un en CDI sans que le mec se soit quasiment suicidé. Hein. Des fois, c'est quasiment... vraiment, ça pousse à des comportements d'entreprise de fils de pute, où tu dois pousser le mec à démissionner pour le pousser à bout, ou lui donner un chèque qui est colossal jusqu'à mettre la santé financière de ton entreprise en danger. Ce qui fait que derrière, t'as moins envie d'embaucher parce qu'il faut y réfléchir à 2 fois, ou tu offres que des contrats de travail précaires. Bref, je vous passe toutes les incentives pourris et les effets de bord. Donc c'est sûr que tout ça mis combiné, il y a une raréfaction de l'emploi. Hein. Comme tu avais dit, si tu fais un contrôle du prix du marché de l'emploi, tu détruis le marché de l'emploi, là, il y a un contrôle sur la création des contrats. Donc, il y a juste plus de contrats qui sont faits. C'est ça. Genre, si tu as plus le choix que de faire le CDI ou le CDD, en fait, il y a juste tous les autres types de contrats qui ont quelques différences, qui s'adaptent à la réalité, eux, ils sont plus possibles. Parce qu'en fait, il y a 1 million de scénarios, 1 milliard de scénarios différents dans lesquels tu te retrouves à pouvoir travailler avec quelqu'un, où tu as envie de poser tes clauses en particulier. Et en fait, eux, tu n'as pas la possibilité de faire ça. Tu dois rentrer juste dans le schéma, ou sinon, il faut que tu te fasses je sais plus combien, mais c'est genre 5000 pages sur le contrat. Ouais, c'est genre juste monstrueux. Pour essayer de comprendre comment ça marche, ou sinon, il faut payer un mec. Donc, en fait, c'est réservé juste à une classe. Parce qu'en fait, oui, on a recréé le système de classe en France. Donc, t'as les sachants qui peuvent connaître comment ça se passe, qui ont le capital nécessaire pour le faire. Puis, il y a tous les autres qui galèrent, mais c'est pour votre bien. C'est ça. Et surtout,
il y a un truc que les gens ne perçoivent pas, c'est que si nous, on veut qu'on puisse virer quelqu'un du jour au lendemain, voilà. À moins que vous essayiez de signer un contrat qui instaure le système de préavis. C'est OK. On te dit, bah voilà, si du jour au lendemain on te vire, bah pendant encore 2 mois on te paye, et voilà, et t'as signé le contrat. Ce qui fait que du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit des contrats bilatéraux, c'est-à-dire entre l'entreprise et le salarié. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des contrats tripartis où il y a l'État qui vient se mettre au milieu et qui dit, tiens, je te donne un template, essaye de rentrer là-dedans. Et si les deux ne sont pas d'accord, les deux se retrouvent dans la merde. Ils sont obligés de s'accorder sur un truc qu'un fonctionnaire a décidé et qui est peut-être pas du tout adapté aux besoins. Qui plus est, nous, on est pour que les gens se fassent virer facilement, mais si on vire facilement, vous comprenez bien qu'il y a un miroir derrière. C'est-à-dire qu'on embauche plus facilement, et ça recrée juste de la flexibilité. Et ça, en fait, dans la tête des gens, c'est pas parce que tu vas perdre ton emploi que tu perds ton revenu à vie. Tu vas juste peut-être perdre ton job à l'instant T, en retrouver un autre, et bouger. Et c'est pas pour autant que les gens vont se mettre à virer du jour au lendemain. Allez voir en Suisse, où c'est beaucoup plus facile, le marché de l'emploi est juste plus dynamique, mais les gens ne meurent pas dans la rue. Bon, accessoirement, ils sont aussi beaucoup mieux payés. Hein. Mais quand ils perdent leur job, bah, ils en retrouvent un plus facilement parce que c'est plus flexible, c'est plus souple. Et surtout, ça permet aussi aux entreprises de mourir peut-être un peu moins vite. Parce qu'en ayant des règles aussi strictes, bah, une entreprise, des fois, bah, elle va continuer à garder un salarié à perte. Et là, c'est pas une personne qui va être virée, c'est tout le monde. C'est faillite, licenciement de tout le monde qui bosse, parce que c'était pas bien d'en virer peut-être un. Mais... Ouais, c'est pas forcément les entreprises qui meurent moins vite, mais c'est que ça devient plus sain. C'est que c'est les entreprises qui doivent mourir, elles meurent, et celles qui marchent bien, elles restent, quoi. Ouais, mais là, ça veut dire que tu peux pousser à la mort une entreprise à cause de ça. Ouais. Et là, du coup, il y a un effet de bord sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde subit le fait que tu peux pas virer la mauvaise herbe. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu tous les points théoriques, les concepts qu'il y a derrière et vraiment l'idéologie, on va se mettre un peu sur les chiffres. Parce que c'est quand même une affaire de chiffres, tout ça. C'est comment est-ce qu'on le finance, combien ça coûte. Donc là, comme vous pouvez le voir, il parle des montants qui vont être récupérables. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui retire des aides existantes. Donc, il y a les retraites. Alors là, je sais pas exactement ce que c'est, mais je suppose que c'est un mécanisme de retraite aussi. Les APL, la gestion des APL, le chômage, le RSA, le CROUS, toutes les allocations familiales. Et donc tout ça cumulé, actuellement, ça coûte 418 milliards. Bon. Je sais pas si on doit s'arrêter un petit peu sur ce que ça coûte actuellement. C'est colossal. Et tout ça, c'est des aides. Hein. C'est des trucs qu'on prend à quelqu'un pour le donner à d'autres. Il n'y a même pas la sécu, là. Ah non. Là, c'est juste le vol. Ça, c'est vraiment il y a 418 milliards et 700 millions d'euros qui sont volés chaque année aux productifs pour le redistribuer aux non-productifs. Déjà, ça, actuellement, on est tous d'accord pour dire que ça coûte trop cher. Ça, je pense qu'on sera d'accord avec eux. C'est un scam. Comment ils financent tout ça et combien ça coûterait? Donc, pour filer 750 € par mois à tout le monde, là, on est à 525 milliards. J'ai arrêté les maths depuis longtemps, mais juste avant, on était à 418 milliards, un truc comme ça. Donc là, déjà, il y a un trou. Et on file que 750 € à tout le monde. Hein. 750 €, tu fais pas grand-chose. Pour passer à 1000 €, on est à 700 milliards. Et je crois qu'eux, ils veulent tendre à 1300. Hein, c'est pour ça que j'avais pris ce chiffre. On est à 910 milliards. C'est colossal. C'est le double de ce qu'on dépense en aide aujourd'hui, en sachant qu'on est l'un des pays les plus généreux du monde. Alors, en aide, juste qu'ils ont listé, hein, parce qu'il en manque beaucoup, je pense. Hein. Oui, là, c'est 410 milliards. Ça fait quand même un tiers du PIB de la France, quoi. Ouais, c'est au moins un tiers. Ça voudrait dire que déjà 30% du PIB, c'est ça. Et en sachant que la Suisse, c'est 30% du PIB au total. Hein. Et là, c'est juste pour filer de l'argent à tout le monde. Et on n'a rien fait d'autre. Hein. On n'a pas d'armée, on n'a pas de justice, on n'a pas de police. On n'a même pas d'école, hein, accessoirement. Donc déjà, c'est un délire. Donc là, ils vont nous expliquer comment ils financent ça. Donc la première année, jusqu'à N+1, N+2, il y a un plan. De toute façon, c'est les commissaires au plan, donc je pense qu'ils sont bien renseignés. Donc, eux, ils voudraient commencer par un 750 € par mois par personne à l'année N0. Ils se sont rendus compte qu'il manquait 107 milliards. Pour ça, ils ont prévu un impôt progressif sur le patrimoine, qui est tiré de Piketty, qui est un économiste criminel, qu'on va analyser juste après hein, sa proposition. Donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est notre réforme coûte 525 milliards. On a retiré 418 milliards d'aides sociales. Il manque 107 milliards. Mais avec notre impôt progressif magique, on aura 13 milliards d'excédents. Et si on supprime les dépenses fiscales,
Donc ça, je suppose que c'est les mécanismes de niche, les aides aux entreprises. Avant de s'intéresser à la suite des coûts, de comment ils vont financer ça sur les années d'après, je veux qu'on se penche sur la partie impôt progressif sur le patrimoine de Piketty, parce que c'est quand même une masterclass. Alors, donc, l'impôt progressif Piketty, ça va être voilà, là on est sur le climax. Donc c'est un nouvel impôt donc, qui se rajoute, qui conserve 2 modalités, redéfinissant l'impôt foncier et l'impôt sur les successions. Alors l'impôt foncier, c'est l'impôt le plus injuste du monde parce que tu taxes la propriété, et la succession, en fait, ça veut dire que tu as déjà payé toutes tes taxes et on t'en rajoute une. Donc c'est les 2 impôts les plus injustes qui existent. Mais pourquoi pas ? Surtout qu'au final, tu vas te les taper 2 fois. Oui, les 2 sont cumulables. Hein. Ouais. C'est pas l'un ou l'autre. C'est qu'on te taxe toute ta vie, on te raquette, mais s'il te reste quelque chose et que tu veux le donner à tes enfants, on te prend ce qui reste. Tu as déjà taxé le foncier. En fait, quand tu vas le redonner, on va te le retaxer. Oui. C'est prodigieux. Mais ça se rajoute par-dessus toutes les autres taxes qui existent déjà sur le foncier et tout. Non, mais c'est un délire. On va s'intéresser plutôt aux chiffres. Donc, en gros, eux, ça se base sur un multiple du patrimoine moyen. Alors déjà, ça, baser tout là-dessus, c'est culotté. Hein. Parce que le patrimoine moyen, t'as intérêt à bien le calculer. Parce que si tu fais une erreur, si tu le sous-estimes ou le surestimes, ça change quand même tout le reste. Et donc, en fait, il se calcule sur un multiple du patrimoine moyen. Ce qui tombe bien, je trouve que rien que le premier, il me fait mourir de rire. C'est-à-dire que si t'es en dessous du patrimoine moyen, il te prévoit quand même de te taxer. On va pas t'oublier, toi. Si tu as la moitié du patrimoine moyen, donc imaginons le patrimoine moyen en France, c'est 200 000 euros, tu as 100 000 euros de patrimoine, tous les ans, on va te prendre 0,1% de ce que tu possèdes. 100 balles. 100 balles. 100 balles par an. Là, vous allez vous dire, c'est rien. Mais, si vos 100 000 euros, ils sont improductifs, c'est-à-dire qu'ils ne vous rapportent rien, déjà dedans, on peut vous compter, je sais pas, une voiture, une maison dans laquelle vous vivez, qui vous coûte déjà. Une maison, déjà, vous avez plus de 200 000 euros, hein, tout simplement. On va vous taxer. On va vous prendre 100 balles, alors que ça vous rapporte rien. Juste, vous vivez dedans. Ce qui est profondément injuste. Puis il faut se dire que tu peux être dans une situation, un moment où peut-être t'es propriétaire de ton appartement, mais t'es à break-even tous les mois, quoi. Genre, à chaque mois, tu gagnes peut-être 2000 balles, t'as peut-être en plus perdu ton boulot. Bon, après, t'auras 1300 des ouais, mais par mois. Imagine ton crédit te coûte... mais c'est ça, genre, si à la fin, t'as autant de dépenses que de revenus, et que là, ces 100 balles, ils se cumulent à ça, genre, ça peut être le truc qui fait que, en fait, t'es obligé de vendre ton appartement, ta maison, et passer dans la tranche du dessous encore. Tu retires ton abonnement Canal+ ou Netflix. Ouais. Alors, au final, c'est ça qui va se passer. Ah, mais il y a des moments, t'as plus rien, hein, déjà. Alors, si t'as plus Netflix ni Canal+, tu vas passer des pâtes complètes aux pâtes, puis tu vas passer des pâtes de 1 kg à 500 grammes, puis à la fin, tu vas juste boire de l'eau, quoi. Donc, déjà, on voit bien que, même à cette toute petite échelle, c'est extrêmement violent. Qui plus est, si par malheur, il te reste quelque chose à la fin, tu faut quand même filer 5% de tout ce que t'as à l'État quand tu veux le transmettre. 5%, ça commence à être pas mal. Hein. Ça veut dire que là, le patrimoine moyen, c'est 200 000. T'as 100 000. Il y a 5 000 balles qui partent à ta succession. Je vous refais une simulation. J'ai donc la moitié du patrimoine moyen. J'ai 100 000 euros. Imaginons que j'ai un petit studio dans une ville paumée, du coup, parce que je vois pas ce que tu peux avoir grand-chose d'autre. Je veux le léguer à mes enfants à ma mort. Mes enfants le récupèrent. Ils doivent payer 5 000 euros. Voilà. Et s'ils n'ont pas cet argent, il faut le vendre, il faut le brader. Hein. C'est exactement le système de succession actuel qui est profondément injuste. Faut le vendre, faut le brader. Je peux pas le récupérer. Puis en plus, t'es dans une période de crise. Que d'un coup, au lieu qu'il vaille 200 000, il en vaut plus que 100. Peut-être qu'en plus, ils vont te le valoriser au prix au plus haut. Donc en fait, tu rentres dans l'autre tranche. Donc c'est plus 5%, c'est 20%. Et là, tu te fais matraquer. Mais tu te fais exterminer. Mais en plus, là, on parle pas de toutes les externalités pourries que ça va créer, c'est comment on évalue les biens. Parce que c'est bien connu qu'il y a un prix de marché. Voilà. Tous les biens ont un prix objectif, alors que non, en fait. C'est forcément une estimation qui va être forcément soumise à subjectivité. On va devoir payer des gens pour faire ces estimations, parce que bien sûr, il faut qu'il y ait des gens honnêtes qui le fassent. Donc ça va coûter une blinde, mais tout ça, ils en parlent pas. Donc voilà. On va pas faire toutes les tranches une par une, mais je pense que on va juste prendre la deuxième qui va concerner quand même déjà plus de gens. Et je pense que là, ça va vous permettre de vous projeter 2 fois le patrimoine moyen. On part, si c'est 200 000 euros, c'est 400 000 euros. Sincèrement, en milieu, fin de vie, 400 000 euros, c'est pas énorme. Ça peut quand même s'atteindre relativement facilement. Je crois qu'il y a
Il y a un calcul qui est fait, c'est vous prenez 200 € par mois à partir de vos 25 ans, vous les mettez sur le S&P 500, donc qui traque les plus grandes entreprises américaines en bourse, et je crois qu'à votre retraite, vous avez 1 million d'euros de patrimoine. Donc, en admettant que vous ayez une performance pourrie, et qu'en plus de ça, vous n'ayez pas mis que 200 € par mois, ça peut s'atteindre quand même relativement facilement. On vous prend 1% de votre propriété par an, ce qui là commence à faire un petit peu plus. Ça veut dire que là, vous avez 400 000 € par an, là, il faut lâcher 4 000 balles par an. Donc quasiment 350 € par mois. Ce qui commence à faire chier. Les 350 balles, tu les sens passer. Parce que t'es pas millionnaire, hein, t'es juste quelqu'un qui a un peu de patrimoine. Bon, et les 20% sur la succession, là, c'est juste du racket. Hein. C'est en gros, oublie de céder des trucs à tes enfants, on va te matraquer. Et bon, moi, ce qui me fait rire, c'est les tranches comme ça. Je sais pas s'il y a une... Bon, il faudrait lire Piketty, mais je trouve que les tranches sont d'une... c'est vraiment... Il y a des paliers comme ça. Ouais. C'est d'une violence. Non, puis on sent l'idée, quoi. C'est de... Genre, au bout quasiment d'une génération, on est tous au même niveau. On a la tranche 1. Comme ça, de toute façon, on oublie toutes ces autres tranches, on va tous payer la même chose, ça sera 5-10%. De toute façon, il n'y a plus rien, en fait. Là, tu fais une génération, quand t'es genre un Bernard Arnault et tout, et que t'es censé tout déclarer et que tout soit accessible, 90%, tu vois, une ou deux générations, il n'y a plus rien. Attends, 90% annuel sur la propriété. Ça veut dire que... Moi, je l'avais pas vu, celui-là. Je l'avais pas vu. Lui, c'est une monstruosité. Non, mais ça... C'est qu'il peut rien rester à la fin. En quelques années, t'as consommé tout le capital. Non, mais en vrai, c'est un truc de malade. Parce que allez, je trouvais ça déjà genre grotesque, le truc de la succession, ouais. Mais qui soit équivalent à l'impôt annuel. Mais en fait, ça veut dire, en gros, le message qu'il y a derrière, subliminal, pas très subliminal, c'est que tout est nationalisé. C'est que tu nationalises toutes les grandes entreprises de France. C'est que là, il y a plus rien il y a plus de grandes fortunes françaises qui peuvent maintenir genre des grosses entreprises. Genre, c'est que là, tout est sous la main de l'État. Ouais. C'est communistant, là. Ouais. Non, mais, parce que même 60% en dessous, hein. Même ouais, ça, de déjà. toute façon, il n'y a rien qui va. Hein. Parce que, imaginez juste. Mais même déjà le 2, c'est déjà une folie. Hein. Ouais, même 0,1, mec, hein, c'est une folie, de toute façon. Juste de l'avoir pensé, une taxe sur la propriété, parce que, juste pour revenir au principe de base, hein, taxer la propriété, ça veut dire que la propriété privée n'existe plus. Si vous êtes taxé sur votre propriété, ce qui est le cas déjà aujourd'hui en France, ça veut dire que si vous ne vous acquittez pas de cette taxe, à la fin, vous finissez par être exproprié. Donc, ce n'est pas à vous. Tout ce que vous possédez appartient à l'État. Ça, c'est un truc que les gens comprennent pas. Ils disent non, il y a la propriété privée. Non, c'est faux. Genre, vous le possédez tant que vous respectez les règles, tant que vous respectez leurs putains de droits positifs. Mais si vous sortez de ce cadre et que vous dites c'est à moi et je veux pas payer les taxes, c'est plus à vous. Donc la propriété privée, c'est un mirage. Mais là, dans ce cas-là, même juste les 10% ou les 60%, tu pars d'un capital de 1000, la première année, on te prend 60%, il te reste 400, l'année d'après, on te reprend 60% de tes 400, mais vous voyez la vitesse à laquelle on finit. Genre, nous, on aime bien les intérêts composés négatifs. C'est ça. C'est que genre là, la rapidité à laquelle tu t'es appauvri, t'as plus rien, mais c'est une folie. Et là, on s'en rend bien compte avec les 60-90%, mais en fait, faut bien se rendre compte qu'avec les 5 et les 10%, c'est pareil. Hein. C'est juste qu'il faut quelques années de plus pour tomber à zéro. Mais ce qui va se passer là, c'est que maintenant, si on sort de ce cadre de fou furieux, c'est que là, ils passent cet impôt, cette loi, mais il y a des gens qui font un feu de joie avec leur passeport et qui prennent un avion. Genre, en fait, c'est que eux, ils basent tout le financement de leur mascarade sur ça. Donc en gros, ils prennent aujourd'hui le patrimoine des Français, Bernard Arnault compris, nous compris, tous les gens compris, et ils se disent voilà combien ça va nous rapporter si on met en place notre mesure. Mais votre mesure, personne ne va la payer. Tout ce que vous avez prévu, là, ça va pas marcher. Vous allez récolter 10% de ce que vous avez prévu. Donc, déjà que leur financement était foireux, ils vont pas du tout avoir leurs 120 milliards qu'ils prévoient, là. Ils vont avoir... je sais pas, par exemple, il y a l'exemple de la Norvège, je crois, ou de l'Islande, j'essaierai de fact-checker, qui avait prévu d'augmenter justement une taxe sur le patrimoine. Mais c'était que dalle, hein, c'était du 0,5%. Ils prévoyaient une hausse fiscale, des revenus fiscaux de, 100 ou 200 millions. 100 millions, je crois, ils prévoyaient de hausse. Ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui devaient la payer se sont barrés et ils ont fait moins 200 millions par rapport à s'ils avaient rien fait. Donc là, non seulement, je pense qu'ils vont pas récolter 120 milliards,
Mais il y a un monde où ils récoltent 0 avec ce truc, mais que tous les autres impôts que ces gens-là payent, ils arrêtent de les payer. Donc en fait, là, moi je pense que ce qui va se passer, c'est que non seulement leur connerie, elle va coûter 910 milliards en plus, mais qu'on va baisser les recettes, mais de façon colossale en fait. C'est que le pays va exploser du jour au lendemain. Faut voir la tronche du pirate là qui t'attaque. Mais en fait, je pense que... Genre t'as un Mélenchon avec un chapeau de paille là. Ouais. Genre c'est... En plus, en vrai, si vraiment un truc comme ça passait, genre on sait très bien ce qui va se passer. Genre les ultra riches, comme ils aiment les appeler, ils vont rien payer du tout. Ils vont sûrement continuer leur activité en France, il va rien se passer. Ils vont être main dans la main avec l'État, ils vont faire leurs affaires, ils vont juste donner des bacs chiches au gouvernement et aux administrations fiscales. Ceux qui vont vraiment se faire mais genre violer, c'est nous en fait. Hein. C'est toute la classe moyenne comme d'hab, qui nous de toute manière on n'aura pas accès aux instruments, aux techniques de défiscalisation et de cacher son patrimoine. Et genre en 2-3 années, ce que j'allais dire génération, mais même pas en fait, leur truc il va très très vite. Ah oui, non, toi tu parlais de génération tout à l'heure, c'est des années. Hein. Ouais, c'est des années. Genre, Bernard Arnault, il va voir sa fortune fondre avant même d'y avoir réfléchi. Et t'imagines, tu vis tout ça en même temps là, tu tapes l'impôt annuel plus l'impôt sur la succession, et en même temps t'as les 1300 et tu vois une armée de branleurs qui viennent du monde entier pour profiter du truc, et toi tu te vois voler tous les jours. Mais c'est des meurtres qui fait il y aura des tueries dans les rues. Mais je pense que les gens ils vont devenir fous. Ouais. Et puis moi, pour revenir à c'est heureusement que tu réintroduis le terme pirate parce que je trouve qu'il est important. En quoi s'inspirer de Piketty, c'est être un pirate? C'est le mec le plus. Enfin, en fait, c'est un pirate dans le sens, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui prône le vol, mais ça n'a rien de non consensuel. Aujourd'hui, toute la gauche s'accorde sur ses travaux. Et aujourd'hui, je dis la gauche, mais tous les socialistes. C'est-à-dire tous les partis politiques français et toute l'intelligentsia, tous les penseurs français économiques qui sont payés par l'État, parce qu'il n'y en a quasiment plus aucun qui ne le sont pas, pensent comme ça. Ça n'a rien de pirate. Vous êtes les mêmes en pire. C'est parti mafia. C'est ça. Ils ont mal trouvé le mot, ou peut-être qu'on n'a pas compris, hein, peut-être pirate ça veut dire mafia, mais c'est ça. C'est une mafia institutionnalisée, là, genre vraiment, il n'y a plus de doute. Mais genre, de noter ça sur un site, genre, moi je trouve ça dingue. Ouais, et après ils te mettent des liens comme ça, comme si tu allais regarder, en sachant que les trucs de Piketty, ça a été débunk des milliers de fois. C'est en fait la seule façon que leur truc marche, c'est de construire des murs et de transformer la France en URSS. Il n'y a aucune autre alternative qui fait que ce truc pourrait marcher. Et ce qu'ils oublient, c'est quand bien même tu fais ça, eh ben il y a des gens qui vont juste arrêter de produire. Donc ok, ils vont peut-être rester, hein, mais c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que vous leur prenez une fois, après derrière il n'y a plus rien. On fait comment après ? Parce que là, une fois que tu as pris 90% de ce que Bernard Arnault a, ok, tu as fait rentrer de l'argent à N0, mais à N+1, à N+2, tu vas lui reprendre 90%, bon, il va peut-être passer déjà dans les 60, hein. Ou même voir dans les 10. Ouais, c'est qu'il va passer dans les tranches comme ça. Une fois, il passe à 90, la deuxième, c'est 99. Il a perdu 99. C'est pire qu'un shitcoin. Genre, t'imagines ce qu'il faut faire pour réussir à remonter? Mais en fait, c'est pas possible. C'est impossible. Mais non, parce qu'en plus, vu qu'on te... Imagine, tu remontes, mais jusqu'à la fin de l'année. Et après, paf! Genre, ça veut dire que c'est impossible, ce qui fait que ça va tasser vers le bas, ce qui fait que les recettes fiscales vont disparaître. Par contre, le revenu universel, il va rester. Et on va le financer comment? À part en imprimant de la monnaie et en créant une hyperinflation. Non, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a l'État qui va dire, bah, tiens, t'inquiète, LVMH, je te le reprends, tiens, 1 euro, un symbolique. Et puis après, en fait, ça va être administré comme la RATP et la SNCF, quoi. Ou la Poste. On va être content d'avoir des articles de luxe qui sont en... L'entreprise va juste disparaître. Hein. Parce qu'il n'y a aucun groupe de luxe administré par un État. Hein. Et je voulais juste finir là par un dernier point qui quand même est sympa. C'est qu'il prévoit aussi d'assurer le coût du revenu universel par un nouveau barème d'impôt sur le revenu décomposé en 7 tranches. Alors attention, c'est violent. Ça commence à 31,6%. Donc aujourd'hui, c'est quasiment les plus hautes tranches et on est champion du monde. Et eux, ils se sont dit, on va faire mieux que ça. On va commencer à 31,6 jusqu'à 45. Genre, on va enlever ce que les gens payaient pas trop parce qu'en fait, c'est genre jusqu'à 31%, c'est pas assez. Et on va tous vous foutre entre 31 et 45% et vous allez raquer. Alors, ils disent que, y compris ceux qui perçoivent les salaires les plus bas. Voilà. Mais il faut se dire que t'as les 1300. Mais t'as les 1300, donc tu vis bien.
Et les ménages les plus aisés verront leur revenu net d'impôt diminuer malgré le versement du revenu universel, tandis que les ménages les moins aisés verront leur revenu augmenter. Bah oui, hein, on sait ce qui va se passer, hein, les riches vont se barrer. Genre en plus, c'est fou d'écrire ça dans un programme en plus. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont en train d'écrire noir sur blanc. Si vous êtes aisé, vous allez gagner de moins en moins. Cassez-vous. Mais c'est même pas que les riches, c'est n'importe qui a un peu d'ambition. Hein. Ah oui. Genre, t'as pas besoin d'être millionnaire. Genre, hein. tu peux ne rien avoir. Hein. Genre, t'as rien de côté. T'as juste des idées et envie de bosser. Mais qu'est-ce que tu vas être lever et travailler pour ça? C'est dur parce que j'aimerais comprendre leur logiciel, sincèrement. J'aimerais me mettre dans leur simulation gauchiste où, en te prenant, si jamais tu réussis, tu dois reverser 90%, je le fais quand même. J'aimerais que ça existe. Ce serait fou. Mais ce n'est pas possible. Surtout qu'en plus, tous ces mecs-là, ils sont tous dans des tranches assez hautes. Bien sûr. Ouais, mais eux, vu qu'ils sont subventionnés, ils ont des... Il y a des... Enfin, c'est pas des niches fiscales, mais en gros, ils sont dans des cas particuliers. C'est-à-dire qu'ils ont... leur revenu universel, il sera de 8 000, 10 000, 20 000... ils se le sont appliqués à eux-mêmes, déjà. Parce qu'aujourd'hui, quand t'es fonctionnaire, t'as un revenu universel, concrètement. Que tu branles rien, t'es quand même payé. Si tu pars à la retraite, t'es surpayé. T'es le roi du pétrole, donc ça existe déjà. On voit les. Puis ils seront à la tête de LVMH et de toutes les grosses boîtes. Évidemment, c'est comme ça que ça va se passer. Mais on le voit déjà aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous regardez n'importe quel fonctionnaire du gouvernement qui a fait un peu de politique pendant quelques mois. Ensuite, derrière, il est replacé à la SNCF, à la RATP. Hein. Coucou Valérie Pécresse, coucou Jean Castex. C'est tout le temps la même chose. C'est tu passes au gouvernement. T'arranges quelques mafieux, et derrière on trouve un moyen de te replacer pour te recycler, t'as ta retraite à vie, ton petit poste au chaud, mais de toute façon tu sers à rien, et t'as juste défoncé tout le monde, mais on t'aura vite oublié. Hein. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Bref, moi je trouve que c'est le plus dangereux dans tout ça, et j'ai l'impression que c'est la conclusion de toutes nos vidéos, c'est de se faire passer pour des pirates ou des gens différents alors que t'es exactement la même chose. En pire. En pire. Là, même Mélenchon, il écrit pas un truc pareil. Au moins, Mélenchon, il se revendique pas pirate. Parce que dans le contenu, Mélenchon, c'est à peu près la même merde. Hein. C'est au-dessus d'1 million de patrimoine, on te prend tout. Ouais, mais ah ouais? Ouais. Ah ouais, à ce moment-là? Quasiment. Après, il avait oublié que lui, il a plus d'1 million de patrimoine. Ouais. Mais c'est un peu, dans le texte, c'est quasiment le même projet. Hein. Ils sont pour une forme de revenu quasiment universelle, mais c'est encore pire. Ils sont pour un SMIC à 1 milliard. Non, dans le texte, ils sont à peu près pareils, mais au moins Mélenchon. Il arrive avec sa veste de dictateur. Tu vois, le projet est clair au moins. Tu sais que tu votes pour Staline. Là, tu peux te dire, oh putain, je vote pour un truc qui change et tout. Bon, la seule bonne chose, c'est que tout le monde s'en fout du parti pirate, à part nous. Mais tu peux te dire, ça change, machin. Non, détrompez-vous, c'est la même chose. Et je pense qu'il y a un truc qui serait intéressant de voir, et qu'on peut-être le prépare un petit peu mieux, et dites-nous si ça vous intéresse, c'est qu'on a un petit peu parsé toutes leurs propositions, tous leurs programmes. Et si on regarde un peu, là, je vous donne juste un petit teaser, voilà. Cadeau. Si on prend juste l'économie, parce que là on était quand même dans le point économique, c'est un peu nos thématiques, qu'est-ce qu'on voit? En gros, ils vont régler tous les problèmes de la Terre. C'est ça. Ils prennent n'importe quel problème que tu pourrais avoir, genre dont tu parles au bar après 5-10 bières, genre, et que tu commences à raconter des conneries, la pire des propositions, ça va être la leur. Genre, c'est taxer les transactions financières, soutien à l'économie sociale et solidaire, revenu de base, réforme de la TVA, pouvoir vivre en ville sans voiture individuelle. Non mais c'est fou d'écrire ça dans un programme économique. Transition décarbonée, y a tout. Hein. Mais voilà, après, je prends voilà. Société, acquis sociaux, développement des outils tech, droit du travailleur du sexe, bon ça à la limite, c'est pas le pire. Droit à mourir dans la dignité, les droits humains, lutte contre la discrimination entre les handicapés à l'embauche. Attends, lutte contre la discrimination entre les handicapés. Non, parce qu'en gros, il y a une discrimination parce que selon les handicaps, t'as pas les mêmes conditions. En fait, ils veulent harmoniser et créer l'handicapé. Donc, en fait, que tu sois sourd, aveugle, tétraplégique ou autiste, ou trisomique, t'es un handicapé, en fait. Bon, voilà, je pense qu'on va arrêter ça là, parce que ça suffit. Mais dites-nous dans les commentaires s'il y en a un qui vous intéresse en particulier. Moi... Lui, il est pas mal. Évolution de la réglementation concernant la chasse au renard. Et les mecs... Ils vont être dans n'importe quels aspects de ta vie. Genre, mais en fait, faut aller sur le site pour se rendre compte à chaque fois de la taille des pages. Genre, le moindre truc, la moindre idée que t'as dans ta vie, ils la notent. C'est vraiment, tu sais, ils se baladent toute la journée, ils ont un calepin.
Et dès qu'ils pensent un truc, ils font nouvelle loi. Ça, on va le réglementer. Enfin, c'est une folie. Bref, tout ça pour dire que si vous avez apprécié et que vous êtes aussi marré, dites-le nous en commentaire, mettez un like, abonnez-vous, c'est quand même le plus important, pour qu'on puisse continuer ces formats. Puis nous, on va aller créer notre parti pirate mélanchoniste à nous, parce que c'est quand même important de prétendre être différent, mais derrière d'être une immense merde. Ciao!